Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas dans le fourgon est un peu à l'arrêt, en fait l'avancement des travaux est un petit peu à l'arrêt, toujours en attente d'équipements qui devraient arriver ces jours-ci. Donc ça va avancer, mais là c'est vrai que c'est un petit peu un stand-by. Alors je vais faire cette vidéo un peu générale, mais qui va être plutôt axée pour ceux qui ont envie et qui hésitent encore de s'aménager un fourgon. Je vais essayer de vous donner quelques pistes, essayer de résumer un peu tout ce qu'il faut penser, il ne faut rien oublier, et vous donner un peu mon ressenti par rapport à ça, par rapport à la construction que je suis en train de faire de mon fourgon, d'aménagement. Donc le camping-car c'est génial, déjà à la base des camping-cars il existe de plein de modèles. Il existe les intégraux, les profilés, ceux qui ont avec les capucines, et le dernier modèle, la dernière possibilité c'est les fourgons. Alors en fourgon il existe plusieurs types, on va dire plusieurs tailles. Vous pouvez aménager tout simplement un kangou, faire un bout de lit derrière pour y passer juste des petits week-ends, ça peut très bien se faire. Ça c'est ce qu'on va appeler le H1L1. H c'est pour la hauteur et L c'est pour la longueur. Ensuite on va avoir des véhicules un peu plus grands qui sont comme les Volkswagen Transporter ou les Peugeot Expert, les Trafic qui sont, on appelle ça des L2H2. Ça aussi ça peut être un bon compromis, et surtout ceux qui font rajouter, qui achètent tout près un toit relevable, ça permet d'avoir la chambre en haut et en bas de garder la partie dinette, la partie cuisine sans avoir touché. Bon par contre je le reconnais, faire installer ou même acheter tout près un fourgon avec un toit relevable ou le faire ajouter par un professionnel, ça c'est tout à fait possible. Ça coûte les yeux de la tête, mais il faut savoir que c'est faisable. Moi je vais plutôt vous parler on va dire les fourgons les plus grands qui sont donc le L3H3, c'est ce que j'ai. Il existe même le L4 qui est encore plus long. L'avantage c'est qu'on s'y tient debout, ça va être peut-être un peu plus facile niveau aménagement de se tenir debout. Ça permet d'avoir une dinette derrière avec un grand lit par exemple, et avoir plus d'espace et un peu plus confort, surtout quand on part en famille. L'avantage des fourgons, soit petit, moyen ou on va dire gros, c'est qu'on passe un petit peu inaperçu. Vu que c'est un véhicule utilitaire à la base, qui est sur une carte grise société, c'est TTE. Si un artisan il arrive à aller dans les petites routes de campagne et aller faire des travaux dans des maisons isolées au fin fond de la brousse, ben, si le véhicule de l'artisan y passe, nous on y passera vu que c'est le même volume. C'est l'un des points forts, c'est aussi un petit peu la discrétion. On ressemble un petit peu à un fourgon, si on doit se garer en ville aussi, on passe un petit peu discret que si par exemple un camping-car, le vrai, le capucine, même s'il n'est pas très gros, on se fait plus vite remarquer. Niveau tarif, si vous devez acheter un fourgon comme le mien, il faut taper dans les 45 000 €. En dessous c'est très compliqué, ça va être des modèles de base, des prix d'appel. Si on veut quelques options et quelque chose d'intéressant avec un minimum de confort, c'est vrai qu'on est vite à 45 voire 50 ou plus. Donc c'est vrai que le tarif pour en acheter un tout près, ça fait vraiment tousser. C'est pour ça que comme moi il y a beaucoup de personnes qui de plus en plus achètent un véhicule utilitaire, l'aménagent et au final le convertissent en camping-car, en fourgon aménagé pour partir en vacances ou même pour l'utiliser toute l'année. Certains y vivent non-stop. Comme le prix du neuf est très cher, vous pouvez vous pencher sur l'occasion. Alors l'occasion, actuellement il y a une forte demande dans les fourgons, donc c'est très difficile, même des fourgons qui ont 7, 8 ou 10 ans, la décote est vraiment très faible, donc c'est très compliqué quand on a un petit budget de trouver quelque chose, ou après on trouve des trucs anciens. Mais comme ça fait pas très longtemps qu'ils sortent des fourgons tout prêts, tout aménagés, le choix est assez limité. Donc c'est pour ça qu'on en vient à s'aménager en fait un fourgon soi-même. L'un des points forts aussi, c'est de pouvoir l'aménager à sa sauce. Si on veut mettre le lit dans un sens ou dans un autre, mettre plus ou moins de placards, avoir une grande soute, par exemple pour y rentrer des vélos ou j'en sais rien, ou que ce soit beaucoup plus modulable, quand on l'aménage soi-même, on peut essayer d'adapter un peu plus au niveau de ses exigences que si on achète quelque chose de tout fait. Alors bien sûr si vous voulez y passer juste quelques week-ends dans l'année ou juste les vacances ou après y vivre à l'année, le confort va être différent bien sûr, les exigences vont pas être les mêmes selon les gens. Alors je vais essayer de passer en revue un peu
toutes ces modifications qu'il faut faire, essayant de vous donner les infos importantes pour éviter voilà, de passer à côté et d'oublier des choses si vous êtes dans l'idée d'aménager ou si vous êtes en plein aménagement. À la fin de la vidéo, j'espère que vous serez un peu plus éclairé par tous ces conseils et que si vous êtes ça vous confortera dans votre idée d'aménager un van, parce que c'est, même si j'ai pas fini, c'est une belle expérience et je pense qu'au bout ce sera une fierté d'avoir réussi à aménager un fourgon et qu'il soit comme on l'a voulu, quoi. Les fourgons, souvent, même les camping-cars en général, on roule pas loin de la surcharge, donc pas loin des 3 tonnes 5 pour ceux qui sont en 3 tonnes 5, parce que certains sont en 3 tonnes 3 ou 3 tonnes 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc niveau puissance et moteur, pour comme moi le L3 H3, je conseille 120 chevaux, 110-120 chevaux, je pense que c'est le minimum. Il y en a bien sûr qui roulent avec des véhicules plus anciens et qui ont que 80 chevaux, mais bon voilà, je pense que pour pouvoir, si on veut faire un peu des longs trajets, il y a des fois et avancer un petit peu, ou des fois prendre de l'autoroute et tout ça, c'est agréable de pouvoir rouler un petit peu. Donc pour un véhicule grand comme du Ducato, je pense que 120 chevaux c'est pas mal. Après, si vous avez un véhicule forcément plus petit, ça demandera un peu moins de puissance, il y a quand même moins de prise au vent. Commençons par l'intérieur. Alors déjà, selon le nombre de places que tu vas vouloir, c'est-à-dire actuellement les fourgons sont, quand tu les achètes, sont souvent, la plupart sont en 3 places devant. De ces 3 places, soit si tu es que 2, tu peux en garder que 2 ou supprimer la banquette double, puisqu'il y a le siège conducteur et un siège simple, et après c'est souvent 2 sièges à côté qui sont attachés. Tu peux supprimer la banquette double, en garder un, ça permet d'avoir un espace pour aller à l'arrière, passer de la cabine à l'arrière sans passer par l'extérieur, ça peut être intéressant. Et ensuite, si tu as des enfants comme moi, tu es obligé de rajouter une banquette arrière. Alors soit tu trouves un véhicule qui a déjà une banquette derrière, ça existe, hein, des véhicules qui sont en 5 places, à 7 places, en 6, ça dépend les marques, même jusqu'à 9 places pour certains. Donc voilà, après si tu es à 9 places, que tu supprimes des places, que tu en gardes par exemple que 5 ou 6, je ne sais pas, après par rapport si tu passes au contrôle technique ou même après au niveau des homologations, je ne sais pas trop comment ça se passe. De toute façon j'en reparlerai à la fin, mais moi je conseille vraiment de faire une homologation VASP pour être dans les clous et pas être embêté. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc une fois que tu as fixé le nombre de places, tu peux trouver, comme je disais, des véhicules tout près. Je sais qu'un plus gros volume en L3 H3 comme moi, il existe des cabines approfondies. Il n'y en a pas trop, mais on en trouve des cabines approfondies qui sont souvent 3 places devant, 4 places derrière. Après à toi de faire un mix. Et après une fois que tu le passeras en bas, il faudra modifier le nombre de places assises. Une chose qui pour moi est importante, c'est d'avoir une douche. L'avantage des véhicules hauts, c'est que tu vas avoir une douche permanente. Si tu as un véhicule bas, il faut prévoir une douche provisoire que tu vas mettre dans un style de tente qui vendent chez Decathlon. Donc voilà, tu vas devoir te doucher à l'extérieur ou de temps en temps, bien sûr, aller passer au camping ou faire une toilette sommaire. Donc voilà, ça par contre c'est quelque chose que je trouve d'important, d'avoir une petite salle de bain avec une douche. Qui dit douche dit de l'eau chaude. Pour avoir un système d'eau chaude, si tu as juste une petite douche amovible, tu peux avoir une poche, un système ça va chauffer l'eau, c'est solaire, ça va te chauffer un volume d'eau et après tu vas pouvoir te doucher comme ça. Au printemps et l'été, il n'y a pas de problème, après pour les autres saisons ça va être plus compliqué. Sinon l'avantage c'est d'avoir un chauffe-eau, il existe des chauffe-eau à gaz, c'est quand même les plus accessibles on va dire, comparé aux chauffe-eau qui tournent sur le gasoil. Mais sinon ceux à gaz fonctionnent très bien, il n'y a pas de problème. J'ai déjà testé, de ce côté-là, c'est bon. Ensuite, il va falloir que tu aies un système complet d'eau. Ça aussi, on n'y pense pas forcément, mais il va falloir avoir un réservoir d'eau propre, avec une pompe. Après, il va falloir y avoir un réservoir d'eau grise pour récupérer les eaux sales et les eaux utilisées de la douche et des lavabos. Donc il y a tout ce système là qu'on ne pense pas forcément, mais pour l'installation, voilà, quand on met un réservoir d'eau propre qui fait 80 ou 100 litres, ça prend quand même une certaine place. Et il faut au moment de l'aménagement trouver une place pour ça, et après dessous sous le véhicule, voilà, le réservoir pour les eaux grises. Qui dit salle de bain aussi, c'est les toilettes. Alors il existe des toilettes soit chimiques, soit des toilettes sèches. Ça après ça va faire de goût et tout est discutable, voilà, je ne rentrerai pas là-dedans, dans la polémique.
Mais voilà, si tu as, je sais que trafic et tout ça, des toilettes chimiques, ça peut se caler dans un coin, donc ça à la rigueur on peut faire suivre. Après, voilà, l'avantage c'est que moi, avec un véhicule plus volumineux, on fait une petite salle de bain et c'est commode aussi d'avoir donc la douche et à côté les toilettes. Question chauffage, ben, si tu pars, on va dire printemps et été, une bonne couette, un bon duvet, bon, ça peut se faire largement sans avoir de chauffage. Après, sinon il existe principalement deux types qui sont à gaz. À gaz, le petit inconvénient, ben, c'est qu'on est quand même tributaire du gaz, ça consomme pas mal. Si jamais on part longtemps à l'étranger, c'est compliqué des fois pour recharger ses bouteilles. Donc voilà, mais sinon le chauffage au gaz fonctionne très bien. Et après il existe un autre modèle qui s'appelle le Webasto qui lui marche sur le gasoil. C'est vraiment de très bons produits. L'avantage c'est que ça consomme le gasoil du porteur. Et voilà, on a juste besoin de faire le plein de son véhicule et ça va prendre dessus. Ça n'a pas une grosse consommation, par contre ça fonctionne très bien. L'inconvénient du système du chauffage au gaz, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser normalement quand on dort. Il y a un risque d'intoxication avec le monoxyde de carbone. Libre à toi de l'utiliser, mais bon, normalement il est déconseillé quand tu dors. C'est jamais un accident est vite arrivé. Et après, bien sûr, en roulant, tu ne peux pas l'utiliser comparé au Webasto sur le gasoil qui lui fonctionner quand tu roules, tandis que sur le gaz, automatiquement tu es censé normalement fermer ta bouteille de propane, ta bouteille de gaz quand tu roules, sauf si tu as le système de crash sensor, si je dis pas de bêtises, c'est un système qui en cas d'accident coupe le gaz. Ben, les bières fraîches pour moi ne sont pas une option mais une obligation, et qui dit avoir de l'eau froide et des glaçons pour l'apéro, c'est-à-dire avoir un réfrigérateur. Il existe deux modèles, soit les Trimix pour tri qui marche soit aux 12 volts. Ça va être quand tu vas rouler, c'est-à-dire c'est l'alternateur du porteur qui va maintenir le froid dans ton frigo. Deuxième chose, c'est si tu te branches dans un camping chez toi ou chez des amis ou ailleurs, ou dans des aires de camping-car, c'est aux 230 volts. Et troisième possibilité, c'est sur le gaz. Ça fonctionne relativement bien, par contre il faut faire attention quand on est garé, de bien être garé à plat, c'est la seule condition. Deuxième possibilité, c'est un réfrigérateur à compression, qui lui va marcher uniquement sur le 12 volts. De là, tu es obligé, si tu as un réfrigérateur à compression, d'avoir un système électrique qui va avec, c'est-à-dire avoir une batterie auxiliaire et un panneau solaire. Ça, après, c'est important d'avoir même ça pour moi, avoir un panneau sans avoir un immense panneau et trois batteries. En avoir juste une pour pouvoir recharger ton appareil photo, ton téléphone, une tablette ou un PC. Voilà, avoir un peu de charge, un peu de lumière, tout ça c'est bien d'avoir un minimum d'installation électrique. Si tu ne sais pas quelle puissance tu auras besoin, combien tu vas consommer tout ça, je te conseille de passer par le site de MyShop Solaire qui eux sont des professionnels là-dessus. Tu peux aller déjà voir un peu sur leur site, selon la puissance et ce que tu as besoin normalement. Il y a des indications, mais si jamais tu as un doute, tu fais la liste de tous tes appareils électriques qui vont consommer, ton réfrigérateur, la pompe, le machin, le truc, tu leur envoies ça. Et après eux ils vont faire un petit calcul et ils vont te conseiller, te dire par rapport aux puissances que tu nous as dit que tu allais consommer, tu dois avoir tel panneau, avoir une batterie, deux batteries. Ils sont bons conseils et surtout n'hésite pas à passer par eux, c'est des professionnels là-dedans. Une chose qui est importante, et j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, c'est l'isolation. Là après c'est pareil, il existe plusieurs types d'isolation, liège normal, liège expansé, liège en rouleau, Armaflex, multicouche, laine de chanvre, laine de mouton. Voilà, après il existe plein de possibilités. Là c'est pareil, si tu as besoin, pour ma part, moi je l'ai déjà fait l'isolation, je suis passé par le site matérionaturels.fr. C'est un bon conseil, les prix sont tout à fait dans la moyenne. Et voilà, j'ai trouvé mes équipements là-dessus et j'en suis très content de leur service. Donc voilà, après il existe d'autres sites bien sûr. Et après c'est à toi de choisir, par contre ne le néglige pas, évite les ponts thermiques, c'est pas facile, je le reconnais. Mais c'est important pour être au frais, essayer de garder un petit peu de fraîcheur l'été et l'hiver pour éviter que tu aies trop froid. Et surtout si par exemple, comme je disais tout à l'heure, tu ne veux pas mettre de chauffage, une bonne isolation c'est important. À la fin de ton installation, tu connaîtras le mot Sikaflex sur le bout des doigts, tu connaîtras toutes leurs références. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement du masticol qui va te permettre de faire l'étanchéité, de faire l'étanchéité de tes lanterneaux et de tes fenêtres. Là c'est pareil,
tu es un peu obligé d'y passer, sauf si tu achètes un fourgon qui est déjà vitré, ça peut être intéressant aussi. Parce que, attention, c'est vraiment pas négligeable, la moindre fenêtre. Les lanterneaux encore, les 40-40 sont pas trop chers, mais alors les fenêtres coûtent une blinde. Et en plus de la fenêtre, si jamais tu veux la petite moustiquaire qui va bien avec le store occultant, c'est encore un coup de bambou derrière sur les fesses. Donc forcément, le porte-monnaie il s'en ressent, et si tu as un budget un peu limité, c'est là que tu peux gagner en faisant tout simplement une tringle avec un rideau occultant. Et c'est le système D, ça fonctionne très bien et on limite au moins les frais. Si tu pars en vacances et que tu as prévu de faire du vélo, chose que j'aime bien avoir avec moi aussi, soit à la rigueur tu es que deux, tu prévois que le lit du fond sera assez haut pour pouvoir rentrer tes vélos dans la soute, surtout s'ils coûtent beaucoup d'argent, ça peut être intéressant de les avoir dedans, ou toujours en sécurité, et éviter que ça attire l'œil, on va dire. Après sinon tu peux les mettre sur le porte-vélo derrière. Attention au porte-vélo sur les fourgons, sur une porte arrière, on ne peut mettre maximum que 20 kg. Les charnières ne sont pas prévues pour plus. Si jamais tu mets un porte-vélo, souvent c'est que des doubles, mais que tu mets deux vélos électriques dessus, attention au poids, je pense que tes charnières vont pas apprécier. L'autre solution, c'est de rajouter un attelage. C'est l'option que moi j'ai choisie, vu que de toute façon nous on est 4, il faut 4 vélos. Mettre un attelage, ça peut toujours servir pour autre chose. Oui, ça a un coût, ça vaut dans les 200 €, mais voilà, si jamais un jour tu as besoin de tracter une remorque avec n'importe quoi derrière, tu veux tirer une voiture ou une moto ou toute autre chose, ça peut être utile comme ça. Et voilà, tu achètes un petit porte-vélo qui se met sur l'attelage, tu mets tes 4 vélos dessus, tu peux monter je crois jusqu'à dans les 60 kg sur les plus costauds des porte-vélos. Donc voilà, de ce côté là tu seras tranquille, même si tu as des vélos électriques, et en plus ce sera pas trop haut, parce que pour aller les mettre souvent c'est vraiment en hauteur. Et quand on a des vélos, c'est vraiment pas marrant de les monter et de les descendre en permanence, tandis que l'avantage c'est que le porte-vélo est relativement bas et c'est quand même plus accessible. Ça fait un achat de plus, je le reconnais, mais voilà, je pense que c'est un bon compromis d'installer un attelage. Réalisé, que j'ai déjà parlé dans une vidéo, c'est avoir une moustiquaire. Voilà, c'est le genre de choses que si je peux dormir peinard au bord d'un lac, un petit spot génial, mais par contre, qui dit lac souvent c'est qu'il y a des moustiques. Et si tu peux pas ventiler, qu'il fait vraiment très chaud l'été, c'est vraiment pas sympa. Donc la solution c'est de mettre des moustiquaires un peu partout et sur la grande porte latérale. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique comment mettre une moustiquaire en partant d'une moustiquaire qui est prévue pour une maison, pour une porte-fenêtre de maison. Voilà, j'ai essayé de détailler, de faire voir comment ça rendait. Au final c'est de la bricole, mais vu la différence de prix par rapport à une moustiquaire achetée tout près chez un vendeur de camping-car, je pense que l'économie, on l'a fait 100 fois, il n'y a pas de problème. Si vraiment on en veut une, c'est la bonne solution. En faisant abstraction du prix du porteur, c'est-à-dire quand on enlève le prix du véhicule d'achat, si tu veux une installation très light, on va dire le minimum, quelques meubles, quelques arrangements, mais de quoi quand même l'équiper, qui soit homologable en VASP, avec tout ce qu'il faut vraiment, tout ce qu'il demande, il va y avoir un minimum de budget. Je pense que pour vraiment réussir une installation correcte et qui soit agréable à vivre, enfin voilà, que ce soit bien, c'est un minimum de confort, il va falloir compter sur 5000 €, ça va être, je pense, compliqué de passer en dessous. Et après, si tu veux quelque chose d'un peu mieux, je te parle d'avoir un frigo, un système de chauffage, une douche, des WC, tout ça, ça va faire monter le prix. Même si tu te le fais toi-même, ça va relativement monter. Donc là, on va être autour des 8-9 000 €. Oui, je sais, ça fait cher, mais si tu achètes un porteur 10 000 €, on va dire, et tu mets 8 000 € de plus, ça te fait que tu as un véhicule à ta sauce. Pour 18 000 €, je peux te garantir qu'avec 18 000 €, tu trouveras jamais un fourgon tout près, c'est pas possible. C'est sûr, ça fait un budget, ça je le reconnais tout à fait. Il y en a qui ont des budgets beaucoup moindres et qui arrivent à s'équiper aussi. Donc voilà, il faut gratter, comme je dis au début, il faut faire la liste. Tu vas sur n'importe quel site internet, il y a des sites où ils vendent toutes les pièces pour les camping-cars et les fourgons. Au moins tu oublies rien, tu vas sur le site, tu passes toutes les rubriques, tac tac tac, tu fais la checklist de tout ce que tu penses avoir besoin, tu fais le total, et quand tu vois le prix en bas à droite, tu te fais c'est pas possible, je suis à 15 000 €. Bon, et bien alors tu commences à barrer tout ce qui te semble que tu peux te passer. Et après tu verras que tu arriveras à rentrer dans un budget correct et il n'y a pas de souci. Moi j'ai fait comme ça au début, j'ai fait la liste de tout ce que j'avais besoin. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais mises, j'avais tapé un petit peu trop haut. Et donc voilà, petit à petit on arrive à réduire avec un minimum, en se le faisant, on arrive à
à trouver à faire un fourgon sympa, s'aménager un van, vraiment comme on veut, avec un minimum d'équipement, sans avoir un budget qui explose. Une dernière chose, c'est l'homologation VASP. Quand tu achètes ton véhicule, il est en société. Sur ta carte grise, il est CTTE. Pour moi, il n'est pas concevable de transformer un van sans l'homologuer, c'est important. Les normes AFNOR sont là. Moi je dis il y a beaucoup de bon sens, je dis pas que toutes sont justifiées, mais il y a beaucoup de bon sens quand même. Quand on te dit qu'il faut des grilles de ventilation haute et ventilation basse, ben c'est pour renouveler l'air, il ne faut pas que tu t'intoxiques, c'est pour ta sécurité. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut avoir et qui sont importantes. Voilà, et après c'est sûr que c'est un budget aussi parce qu'il faut passer par un organisme comme Veritas et Caligas pour pouvoir homologuer son système gaz. Donc, mais même si on n'a pas de gaz, on est obligé de les faire passer parce qu'ils vont contrôler les aérations et les ventilations et tout ça. Il y a plein de choses comme ça qui vont contrôler, mais quand même au final tu vas partir avec un véhicule qui sera donc homologué VASP. Si jamais tu as un pépin, un accident par exemple, et que tu as tout un équipement derrière, que tu est déclaré en véhicule utilitaire et que tu n'es pas en VASP, ton assurance risque de te dire hey, mon coco tu m'as menti, moi je t'assure pour un véhicule de société c'est un VASP, ça va pas le faire. Et si jamais tu venais par exemple à accrocher quelqu'un et que c'est pas ton assurance qui va couvrir, mais c'est toi qui vas devoir rembourser, et si en plus l'assurance vient se retourner contre toi, enfin je te dis pas les misères. Donc oui c'est un coût, mais tu ne le regretteras pas, et pour moi c'est très important de passer son véhicule VASP. J'espère que cette vidéo, que ces petits conseils que je t'ai donnés tout au long de cette vidéo t'aura aidé, t'aura essayé de t'aiguiller, soit t'aura dégoûté de t'aménager un van dans les mois à venir, soit au contraire t'aura conforté dans l'idée que c'est vraiment faisable. Il suffit d'être un petit peu bricoleur. J'en ai pas parlé, mais il faudra bien sûr des outils. Il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, il y a quand même des magasins de bricolage qui vendent des outils, des styles, des scie sauteuses et tout ça, vraiment à des budgets qui sont vraiment pas très chers. Donc avec un minimum d'outils, si on est un petit peu bricoleur, on arrive à se débrouiller. Au pire, il y a de la location ou se faire prêter par un ami, un voisin ou de la famille. J'espère que cette vidéo d'explication et de conseils pour l'aménagement d'un fourgon t'a plu. N'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker. Si tu as des commentaires, n'hésite pas en description. J'essaierai d'y répondre avec le plus de précision. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, car l'aménagement du van continue. Et il y a plein de vidéos à venir qui vont sûrement te plaire. Je te dis à la prochaine et bye bye.